rose. Les deux jeunes femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules dans l'immense landau chargé de bouquets, comme une corbeille géante. Sur la banquette du devant, 2 bannettes de satin blanc sont pleines de violettes de Nice, et sur la peau d'ours qui couvre les genoux, un amoncellement de roses, de mimosas, de giroflées, de marguerites, de tubéreuses et de fleurs d'oranger, nouées avec des faveurs de soie, semblent écraser les 2 corps délicats, ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras et un peu des corsages, dont l'un est bleu et l'autre lilas. Le fouet du cocher porte un fourreau d'anémone. Les traits des chevaux sont capitonnés avec des ravenelles. Les rayons des roues sont vêtus de réséda. Et à la place des lanternes, 2 bouquets ronds, énormes, ont l'air des 2 yeux étranges de cette bête roulante et fleurie. Le landau parcourt au grand trot la route, la rue d'Antibes, précédé, suivi et accompagné par une foule d'autres voitures enguirlandées, pleines de femmes disparues sous un flot de violettes, car c'est la fête des fleurs à Cannes. On arrive au boulevard de la Foncière, où la bataille a lieu. Tout le long de l'immense avenue, une double file d'équipages enguirlandés va et revient comme un ruban sans fin. De l'un à l'autre, on se jette des fleurs. Elles passent dans l'air comme des balles, vont frapper les frais visages, voltigent et retombent dans la poussière, où une armée de gamins les ramasse. Une foule compacte, rangée sur les trottoirs et maintenue par les gendarmes à cheval qui passent brutalement et repoussent les curieux à pied pour ne point permettre aux vilains de se mêler aux riches, regarde, bruyante et tranquille. Dans les voitures, on s'appelle, on se reconnaît, on se mitraille avec des roses. Un char plein de jolies femmes vêtues de rouge comme des diables attire et séduit les yeux. Un monsieur, qui ressemble au portrait d'Henri IV, lance avec une ardeur joyeuse un énorme bouquet retenu par un élastique. Sous la menace du choc, les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête, mais le projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revient à son maître, qui le jette aussitôt vers une figure nouvelle. Les 2 jeunes femmes vident à pleine main leur arsenal et reçoivent une grêle de bouquets. Puis, après 1 heure de bataille, un peu lasses enfin, elles ordonnent au cocher de suivre la route du golfe Juan qui longe la mer. Le soleil disparaît derrière l'Estérel, dessinant en noir sur un couchant de feu la silhouette dentelée de la longue montagne. La mer calme s'étend, bleue et claire, jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel, et l'escadre, ancrée au milieu du golfe, a l'air d'un troupeau de bêtes monstrueuses, immobiles sur l'eau. Animaux apocalyptiques, cuirassés et bossus, coiffés de mâts frêles comme des plumes et avec des yeux qui s'allument quand vient la nuit. Les jeunes femmes, étendues sous la lourde fourrure, regardent languissamment. L'une dit enfin « Comme il y a des soirs délicieux où tout semble bon, n'est-ce pas, Margot ?» L'autre reprit « Oui, c'est bon, mais il manque toujours quelque chose. »« Quoi donc ? Moi je me sens heureuse tout à fait, je n'ai besoin de rien. »« Si, tu n'y penses pas. Quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, nous désirons toujours quelque chose de plus, pour le cœur. » Et l'autre, souriant, « Un peu d'amour ?» Oui. Elles se turent, regardant devant elles, puis celle qui s'appelait Marguerite murmura « La vie ne me semble pas supportable sans cela. J'ai besoin d'être aimée, ne fût-ce que par un chien. Nous sommes toutes ainsi, d'ailleurs, quoi que tu en dises, Simone. » « Mais non, ma chère, j'aime mieux ne pas être aimée du tout que de l'être par n'importe qui. Crois-tu que cela me serait agréable, par exemple, d'être aimée par... Elle cherchait par qui elle pourrait bien être aimée, parcourant de l'œil le vaste paysage. Ses yeux, après avoir fait le tour de l'horizon,
tombèrent sur les 2 boutons de métal qui luisaient dans le dos du cocher, et elle reprit en riant « Par mon cocher !» Madame Margot sourit à peine et prononça à voix basse « Je t'assure que c'est très amusant d'être aimé par un domestique. Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois. Il roule des yeux si drôles que c'est à mourir de rire. Naturellement, on se montre d'autant plus sévère qu'ils sont amoureux, puis on les met à la porte, un jour, sous le premier prétexte venu, parce qu'on deviendrait ridicule si quelqu'un s'en apercevait. » Madame Simone écoutait, le regard fixe devant elle, puis elle déclara « Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas suffisant. Raconte-moi donc comment tu t'apercevais qu'il t'aimait. » Je m'en apercevais comme avec les autres hommes, lorsqu'ils devenaient stupides. Les autres ne me paraissent pas si bêtes à moi quand ils m'aiment. Idiot, ma chère, incapable de causer, de répondre, de comprendre quoi que ce soit. Mais toi, qu'est-ce que cela te faisait d'être aimé par un domestique? Tu étais, quoi, ému, flatté? Ému, non. Flatté, oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un homme, quel qu'il soit. Oh, voyons, Margot. Si, ma chère, tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. Tu verras comme c'est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces cas-là. Il y aura 4 ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. J'en avais essayé l'une après l'autre, 5 ou 6, qui étaient ineptes, et je désespérais presque d'en trouver une, quand je lus dans les petites annonces d'un journal qu'une jeune fille sachant coudre, broder, coiffer, cherchait une place, et qu'elle fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l'anglais. J'écrivis à l'adresse indiquée, et le lendemain, la personne en question se présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. Elle avait de beaux yeux noirs, un teint charmant, elle me plut tout de suite. Je lui demandai ses certificats, elle m'en donna un en anglais, car elle sortait, disait-elle, de la maison de Lady Rimwell, où elle était restée 10 ans. Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer en France et qu'on n'avait eu à lui reprocher, pendant son long service, qu'un peu de coquetterie française. La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit même un peu sourire, et j'arrêtai sur-le-champ cette femme de chambre. Elle entra chez moi le jour même, elle se nommait Rose. Au bout d'1 mois, je l'adorais. C'était une trouvaille, une perle, un phénomène. Elle savait coiffer avec un goût infini, elle chiffonnait les dentelles d'un chapeau mieux que les meilleurs modistes, et elle savait même faire les robes. J'étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m'étais trouvée servie ainsi. Elle m'habillait rapidement avec une légèreté de main étonnante. Jamais je ne sentais ses doigts sur ma peau, et rien ne m'est désagréable comme le contact d'une main de bonne. Je pris bientôt des habitudes de paresse excessive, tant il m'était agréable de me laisser vêtir, des pieds à la tête et de la chemise aux gants, par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante et qui ne parlait jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sur mon divan. Je la considérais, ma foi, en amie de condition inférieure, plutôt qu'en simple domestique. Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. Je fus surprise et je le fis entrer. C'était un homme très sûr, un vieux soldat, ancienne ordonnance de mon mari. Il paraissait gêné de ce qu'il avait à dire. Enfin, il prononça en bredouillant. « Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier. » Je demandai brusquement. « Qu'est-ce qu'il veut ?»« Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. » Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n'est pas là un métier noble. Et je répondis, irritée autant que blessée, « Pourquoi cette perquisition? À quel propos? Il n'entrera pas. » Le concierge reprit, « Et il prétend qu'il y a un malfaiteur caché. » Cette fois j'eus peur, et j'ordonnai d'introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications.
C'était un homme assez bien élevé, décoré de la Légion d'honneur. Il s'excusa, demanda pardon, puis m'affirma que j'avais, parmi les gens de service, un forçat. Je fus révolté. Je répondis que je garantissais tout le domestique de l'hôtel et je le passai en revue. Le concierge Pierre Courtin, ancien soldat. Ce n'est pas lui. Le cocher François Pingot, un paysan champenois, fils d'un fermier de mon père. Ce n'est pas lui. Un valet d'écurie, pris en Champagne également, et toujours fils de paysan que je connais, plus un valet de pied que vous venez de voir. Ce n'est pas lui. Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez. Pardon, madame, je suis sûre de ne pas me tromper. Comme il s'agit d'un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici, devant vous et moi, tout votre monde? Je résistai d'abord, puis je cédai, et je fis monter tous mes gens, hommes et femmes. Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis déclara: « Ce n'est pas tout. »« Pardon, monsieur, il n'y a plus que ma femme de chambre, une jeune fille que vous ne pouvez confondre avec un forçat. » Il demanda: « Puis-je la voir aussi ?» Certainement. Je sonnai Rose, qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe, et deux hommes que je n'avais pas vus, cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. Je poussai un cri de fureur et je voulus m'élancer pour la défendre. Le commissaire m'arrêta. « Cette fille, madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Lecapet, condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée en prison perpétuelle. Il s'échappa voici 4 mois. Nous le cherchons depuis lors. » J'étais affolé, atterré. Je ne croyais pas. Le commissaire reprit en riant. « Je ne puis vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué. » La manche fut relevée. C'était vrai. L'homme de police ajouta avec un certain mauvais goût: « Fiez-vous-en à nous pour les autres constatations. » Et on emmena ma femme de chambre. Eh bien, le croirais-tu? Ce qui dominait en moi, ce n'était pas la colère d'avoir été jouée ainsi, trompée et ridiculisée. Ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi habillée, déshabillée, maniée et touchée par cet homme. Mais une humiliation profonde, une humiliation de femme, comprends-tu? Non, pas très bien. Voyons, réfléchis. Il avait été condamné pour viol, ce garçon. Eh bien, je pensais à celle qui l'avait violé, et ça m'humiliait, voilà. Comprends-tu maintenant? Et madame Simone ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe et singulier, les 2 boutons luisants de la livrée, avec ce sourire de sphinx qu'ont parfois les femmes.